Vendredi 5 mai, vous regardez Al24 News à la une de ce 19h. Le chômage atteint des niveaux stratosphériques au Maroc. Les pertes d'emplois s'enchaînent. Les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat au plan marocain dévoilent l'étendue des dégâts socio-économiques au royaume. Processus politique au Mali. Après un report annoncé au mois de mars, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 18 juin prochain. Le peuple britannique s'apprête à consacrer son nouveau roi. Charles III sera couronné demain à l'abbaye de Westminster à Londres. Projection dans ce journal sur cet événement planétaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune sera représenté par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf. Enfin, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'Algérie, pays organisateur, sera opposé ce soir au Congo pour une place en quart de finale. Madame, monsieur, bonsoir. La situation économique du Maroc revient au devant de la scène à la lumière des derniers chiffres sur le chômage rendus publics par le Haut Commissariat au plan. La perte d'emploi, notamment dans le secteur de l'agriculture et chez la catégorie des jeunes, atteint un tel niveau que la stabilité socio-économique du pays y est menacée. Compte rendu signé Imen Merad. La crise économique au Maroc s'intensifie et s'aggrave au fil du temps, entraînant des millions de Marocains dans le bourbier du chômage vers un seuil de pauvreté sans précédent. Dans son dernier rapport, le Haut Commissariat au plan du Maroc a révélé des chiffres effarants quant à l'expansion du chômage qui avoisine les 2 millions de chômeurs et une augmentation de plus de 80 000 chômeurs au cours du premier trimestre de l'année en cours. Comparativement à la même période de l'année précédente, le taux de chômage a bondi à 12,9% au cours du mois de mars, où la jeunesse marocaine était la catégorie la plus touchée avec un taux de plus de 50%. L'agence gouvernementale a déclaré que le premier trimestre de l'année en cours a été le seul indicateur de la perte de plus de 4 millions d'emplois. Le secteur agricole a été le plus touché. Il perd environ 250 000 emplois, soit 8% des postes dans ce secteur. Le secteur industriel a également perdu 10 000 postes d'emploi. Le secteur des services a pour sa part perdu 56 000 postes d'emploi. Le Haut Commissariat au plan a déclaré que près de 260 000 emplois ont été perdus dans les zones rurales, 10 000 dans les régions urbaines. L'organisme officiel a également révélé que plus de la moitié des travailleurs n'étaient pas diplômés, tandis qu'environ 11% n'occupaient que des postes saisonniers. Maroc, toujours, les violations des droits humains font également réagir à l'international. Amnesty International a protesté contre l'interdiction du Maroc faite aux journalistes emprisonnés de lire et d'écrire. Dans un communiqué publié mercredi, l'organisation dénonce l'acharnement de l'administration pénitentiaire marocaine contre les détenus d'opinion. Selon Amnesty International, pas moins de 4 journalistes, dont Omar Radi, ainsi qu'un universitaire, ont été privés de lecture et d'écriture dans les geôles marocaines. Nous l'évoquions, titre le référendum constitutionnel au Mali a été fixé au 18 juin prochain. Initialement prévu au mois de mars, le scrutin a été reporté sine die dans un premier temps, avant que la date du 18 juin ne soit retenue et annoncée vendredi par le président de la transition Assimi Goïta. Il y a le porte-parole du gouvernement de transition, Abdoulaye Maïga. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Actualité en Afrique toujours, le chancelier allemand, tournée africaine à l'est du continent. Cette fois-ci, Olaf Scholz s'est rendu au Kenya après une escale en Éthiopie. À l'ordre du jour, le dossier énergétique, nerf de la guerre pour Berlin, mais également le contexte régional dans une région stratégique pour l'Allemagne, comme pour ses partenaires et adversaires sur le plan géopolitique. C'est un sujet signé Khadija Khandaoui. Bis repetita pour le chancelier allemand, un an presque, jour pour jour, après son premier grand voyage en Afrique de l'Ouest, destination l'Afrique de l'Est, 2 étapes, l'Éthiopie, puis le Kenya.
La lutte contre la faim et le changement climatique, la coopération économique et le maintien de la paix ainsi que la maîtrise des conflits, notamment au Soudan, dans son agenda. Cette visite au Kenya revêt un intérêt stratégique pour Scholz. Que ce soit sur le plan diplomatique, Scholz veut ériger son pays au rang d'ambassadeur de paix en Afrique. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, son ministre de la Défense, Boris Pistorius, avait clairement affiché la couleur « Le tout sécuritaire occidental en Afrique est un échec ». Autre axe non négligeable pour le dirigeant allemand, l'énergie. Et il se trouve justement que le Kenya est pionnier des énergies renouvelables qui assure 90% de sa production électrique. En Éthiopie, Scholz a non seulement rencontré des représentants du gouvernement, mais aussi de l'Union africaine. D'ailleurs, le renouveau des politiques africaines allemandes ou le tournant africain de l'Allemagne prend tout son temps lorsque Scholz appelle de ses vœux à l'intégration de l'Union au sein du groupe G20, à l'instar d'autres puissances telles que la Russie et la Chine. J'ai fait une déclaration très importante ici pour l'Union africaine. Nous voulons soutenir que l'Union africaine obtienne un siège au G20, qu'elle puisse participer et avoir son mot à dire. C'est par respect pour le continent et ses nombreux États, et aussi pour sa population croissante. Contexte énergétique oblige, Berlin ne cache pas ses ambitions. Énergie verte à l'est, GNL à l'ouest. Le tout sous fond de guerre d'influence avec d'autres anciennes puissances coloniales européennes en perte de vitesse en Afrique. Et en marge de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Kenya, le président William Ruto s'est exprimé sur la situation au Soudan. Déjà auteur d'une proposition de médiation, le chef de l'État kényan a appelé une nouvelle fois à la nécessité de conclure un cessez-le-feu. Nous avons convenu de la nécessité immédiate d'une cessation inconditionnelle des hostilités et de l'accès humanitaire et de la protection des civils. Nous soulignons la nécessité pour la communauté humanitaire de soutenir le Kenya, l'IGAD et l'Union africaine dans leurs efforts continus pour résoudre ce conflit. En Tunisie, le président tunisien Kais Saïed a mis fin aux fonctions de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Neila El Gounji. A noté qu'avant cette décision, le président Kais Saïed avait procédé à 5 remaniements de ministres du gouvernement de la première ministre Nejla Bouden, qui a pris quant à elle ses fonctions au mois d'octobre 2021. L'actualité au Moyen-Orient, également l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré qu'il avait eu une réunion productive avec le chef du conseil présidentiel du Yémen dans la ville d'Aden. La veille, il avait déjà exprimé son optimisme à l'issue d'une réunion avec les dirigeants Houthis à Sanaa. Grundberg a exhorté le gouvernement yéménite et ses opposants à profiter justement des récents progrès, des efforts de paix et du soutien international en faveur de la fin de la guerre pour faire des concessions et entamer des négociations. Dans le dossier palestinien, les forces d'occupation sionistes qui multiplient les violations et les exactions. 8 Palestiniens ont été interpellés à Hébron et à Jénine après une énième incursion opérée, cette fois-ci au niveau du camp d'El Fawar. Vendredi, plusieurs Palestiniens ont également été blessés lors d'affrontements à la suite de la répression par l'armée sioniste d'une manifestation pacifique au village de Beit Dejna, à l'est de Naplouse. Et c'est aussi dans cette même atmosphère de terreur et de violence que 40 000 Palestiniens ont effectué la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa al-Quds, occupée, et ce malgré les nombreuses restrictions et les renforcements sécuritaires opérés par les forces sionistes pour empêcher l'accès des fidèles palestiniens à la mosquée sainte. L'entité sioniste qui fait parler d'elle en France, selon la presse française, des parlementaires de la majorité, ils s'inquiètent de l'omerta qui règne au pays lorsqu'il s'agit de critiquer l'État sioniste ou de tenir des positions antinomiques. Une loi du silence qui vaut d'être qualifiée d'antisémite pour tout individu qui choisit d'y contrevenir. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. Si nous n'en parlons pas, personne n'en parle ou si peu. Vous êtes les plus silencieux qui existent sur la situation que subissent
quotidiennement les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous en parlons pour sortir du silence. À contre-courant de la classe politique dominante, Elsa Fossillon monte au créneau à l'Assemblée nationale pour défendre une résolution visant à qualifier l'entité sioniste d'apartheid. La députée communiste fustige le silence qui règne en France à l'heure de critiquer les exactions sionistes. Elle persiste en faisant un douloureux parallèle avec l'apartheid sud-africain que le Parti communiste français avait dénoncé alors que la France officielle soutenait le régime. La résolution a depuis été votée, 199 voix contre, 71 voix pour. Le texte a donc été rejeté, non sans créer une fissure sur la question au sein de l'Assemblée nationale. Un dialogue de sourds a pris d'assaut l'hémicycle. La gauche argumente que le projet de loi est du côté du droit international, que l'entité sioniste viole depuis 1947. Le député franco-israélien Habib Meyer a de suite eu recours à l'argument qui prime dans l'Hexagone, consistant à qualifier d'antisémite toute personne critiquant l'entité sioniste. Certains députés Renaissance estiment que règne dans la majorité une loi de silence concernant la politique de colonisation israélienne. L'incident dit long sur les tensions qui traversent la majorité parlementaire concernant le conflit israélo-palestinien et la véritable omerta médiatique régnant en France à ce sujet. En Italie, et quelques heures après les propos polémiques du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, estimant que la chef du gouvernement italienne, Giorgia Meloni, était, je cite, incapable de régler les problèmes migratoires. Rome exige des excuses de la part de Paris. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a en effet exigé vendredi des excuses du ministre français. Les propos de Darmanin ont allumé la mèche d'une nouvelle crise diplomatique entre la France et l'Italie sur le dossier de l'immigration. Nous le disions, en titre direction la Grande-Bretagne à présent, et 8 mois après les funérailles de la reine Elisabeth II, la police londonienne s'attaque à un nouveau défi, grand défi sécuritaire avec Golden Orb, dispositif d'ampleur prévu pour le couronnement de Charles III qui aura lieu demain. À Londres et partout dans le royaume, la ferveur monte crescendo et les amoureux de la royauté sont déjà aux premières loges pour assister à cet événement historique. C'est un sujet signé Souhila Kilal. Il sera le 40e monarque à être couronné dans l'abbaye de Westminster, près d'un millénaire après Guillaume le Conquérant en 1066. Tout comme sa mère Elisabeth II en 1953, Charles, 74 ans, montera sur le trône, appelé la chaise du couronnement, pour recevoir sa consécration. Pour garantir le bon déroulement de cet événement historique que Londres n'avait pas connu depuis 70 ans, plus de 29 000 policiers venus de tout le royaume sont mobilisés. C'est le roi lui-même qui a choisi la musique qui accompagnera la cérémonie à l'intérieur de l'abbaye, avec notamment 12 morceaux nouvellement commandés et de la musique orthodoxe grecque en mémoire du prince Philippe. Accompagné des membres de sa famille, le roi Charles sera couronné lors d'une cérémonie pleine de fastes, d'apparat et de significations religieuses solennelles, avant de se joindre à la procession qui sortira de l'abbaye au son de l'hymne national. Le couple royal retournera ensuite à Buckingham Palace à bord du Gold State Coach, vieux de 260 ans, qui a été utilisé pour tous les couronnements depuis celui de Guillaume IV en 1831. Loin des 8000 invités présents au couronnement de la reine Elisabeth II, quelques 2300 convives, triés sur le volet, assisteront au couronnement du roi Charles III. Parmi eux, de nombreux dirigeants étrangers étaient couronnés. Joe Biden sera quant à lui représenté par son épouse Jill Biden. D'ailleurs, jamais un président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique. Un invité retient toute l'attention, il s'agit du prince Harry qui a rompu avec la monarchie britannique en 2020. Il sera présent sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants qui resteront en Californie. Des centaines de milliers de Britanniques et de touristes étrangers sont attendus pour assister à cet événement d'envergure. Les plus férus ont déjà installé leur campement pour espérer apercevoir le roi et son épouse. Les célébrations dureront 3 jours et seront des plus variées. Il y aura de la musique dans de nombreux coins du pays. L'idée est d'essayer d'inclure toutes les sortes de styles afin que les citoyens se sentent impliqués.
Cérémonie qui aura lieu demain samedi. Et dans le cadre de la visite officielle qu'il effectuera à Londres pour représenter le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu vendredi avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères lors de Tariq Ahmed de Wimbledon. Les deux parties ont à cette occasion examiné l'état des relations bilatérales, les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines et sont convenus de relancer le groupe de travail conjoint pour le renforcement du cadre global de coopération économique. Un communiqué publié par le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger indique qu'en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique, l'entretien entre les deux ministres a donné lieu à un échange de vues sur plusieurs dossiers d'intérêt commun dans la situation au Mali, en Libye et dans l'espace sahéro-sahélien. Grande-Bretagne toujours, et les premiers résultats relatifs plutôt décevants pour les conservateurs après dépouillement des bulletins dont 72 des 230 conseils locaux en jeu cette année. Les conservateurs perdent 258 élus dans le cadre des élections locales. Le Labour, Parti travailliste, en remporte 143. Les libéraux démocrates enregistrent un gain de 63 élus et 37 pour les écologistes du Green Party. La Serbie sous le choc après une nouvelle fusillade qui a fait 8 morts et 13 blessés au lendemain d'une tuerie dans une école sans précédent dans le pays. La police serbe a arrêté ce vendredi matin l'auteur présumé près de la ville de Kragujevac dans le centre du pays selon la télévision nationale serbe. Et en Belgique, le parquet fédéral belge a annoncé que la police a interpellé jeudi 4 mai 7 personnes présentées comme de fervents partisans de l'organisation terroriste Daesh et soupçonnées de préparer un attentat en Belgique. A noter aussi que 9 perquisitions ont été effectuées dans l'ouest du pays, notamment à Roulers, Ostende, Gand et Menat, une commune limitrophe de la France. Des perquisitions ayant conduit à ces interpellations. Football à présent avec la CAN U17 avec l'Algérie, pays organisateur, qui affronte le Congo ce soir à 20h au stade Nelson Mandela pour le compte de son 3e et dernier match de poule. Et la victoire est essentielle pour les Poulains d'El Sqeirabane s'ils veulent poursuivre l'aventure, se qualifier pour le prochain tour. À noter que dans le même temps se déroulera un autre match décisif à Constantine, cette fois-ci entre la Somalie et le Sénégal. Football toujours et la belle histoire pour clore ce 19h. C'était hier l'événement sportif par excellence pour les amateurs de ballon rond. La ville de Napoli a repris goût à la victoire. Après une longue traversée du désert qui aura duré 33 ans, l'éternel club de Diego Maradona, emmené par de nouveaux noms qui ne font pas encore partie de l'anthologie du football, a tout de même réussi à décrocher le Scudetto à 5 journées de la fin du championnat italien. C'est un sujet signé Amin Touta. Le ciel bleu-azur de la ville de Naples brille de mille feux et de fumigènes. Après 33 ans d'attente, les Partenopées sont de nouveaux champions d'Italie avant même l'épisode final de la Serie A. Les coéquipiers du capitaine De Lorenzo n'avaient besoin que d'un point face à Udinese pour monter sur le trône. Et au coup de sifflet final, les allées étroites du quartier espagnol de Vomero ou encore Santa Lucia ont célébré en bleu un trophée tant attendu depuis l'époque Maradona. Les héritiers du Pepe de Oro ont dignement porté le flambeau le temps d'une saison exceptionnelle grâce à sa pépite Kvaratskhelia. Le Géorgien forme un duo d'anthologie avec le virevoltant Super Eagle Victor Osimhen. Kvaradona, comme aiment le surnommer les tifosés du Napoli, aurait été l'infatigable moteur d'une attaque napolitaine qui, sous la houlette de Spalletti, a déjà marqué 69 buts en championnat. Le 11 du Sud s'est illustré pendant plus de 30 journées, faisant ainsi renaître un phénix qui s'est éclipsé depuis l'épopée 1990. Jeudi, le rêve est devenu réalité. Désormais, il ne s'arrêtera pas aux portes de l'Italie, puisque le champion aspire à la conquête de l'Europe et à la coupe aux grandes oreilles. La compétition suprême au vieux continent.
En attendant un éventuel nouveau sacre européen, place aux festivités et à la joie, car le roi Napoli a enfin repris sa couronne. Et c'est sur ces belles images de ce beau champion napolitain en Italie que nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.